Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rôle assez méconnu en France, très répandu aux États-Unis, qui est l'operating partner. Et pour ça, nous avons l'immense plaisir de recevoir la grande spécialiste en Europe, Isabelle Saladin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, merci de l'invitation. Déjà, merci à tous de votre fidélité. Vous étiez un peu plus de 200 la semaine dernière pour écouter Michel Jonker qui est venu nous parler du bien-être individuel et surtout du rôle du manager dans ce bien-être. Quels sont les leviers sur lesquels le manager peut à la fois analyser le bien-être de ses collaborateurs et puis ensuite agir très concrètement. C'est à la fois un livre un peu académique avec la manière dont les études ont été menées et très pragmatique sur des to-do, des conseils, des structures, des matrices à suivre. Je vous recommande cette lecture et la masterclass que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, aujourd'hui, on accueille Isabelle. Est-ce que, Paul-Henri, tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour ? Bonjour Isabelle Saladin et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes une figure qui incarne l'audace entrepreneuriale. Après une formation business à l'université de San Diego aux États-Unis, vous débutez votre carrière dans la tech et devenez rapidement vice-président international marketing chez Lexmark, maintenant Xerox. Vous lancez ensuite l'une des toutes premières marketplaces de décoration de particulier à particulier. En 2017, vous introduisez dans l'écosystème français un rôle encore méconnu, l'operating partner, véritable copilote des dirigeants. Avec votre société E&S Advisor, premier réseau d'operating partners en Europe, vous mettez aujourd'hui à disposition des dirigeants et des fonds d'investissement d'anciens entrepreneurs capables d'accompagner dans la durée un leader dans la croissance opérationnelle de son entreprise. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous cofondez en 2018 l'association Les Rebondisseurs Français et vous militez pour valoriser l'échec comme la plus riche des expériences. En donnant la parole aux entrepreneurs qui expliquent comment ils ont rebondi et ont transformé leurs difficultés en force de résilience, vous voulez changer le regard très français sur l'échec et décomplexer et encourager ceux qui prennent des risques pour créer de l'emploi. Vous contribuez régulièrement au magazine Forbes. Vous partagez vos analyses sur les mutations du capital risque et du digital. Vous publiez aujourd'hui Operating Partner, le copilote de mon entreprise, préfacé par David Douillet, dans lequel vous démontrez comment l'operating partner devient un allié pragmatique du dirigeant. En quelques mots, vous êtes une entrepreneur qui conjugue goût du terrain, vision et engagement sociétal. Dans cette expérience et cette énergie que nous avons envie de faire découvrir à nos auditeurs, la communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Quel beau portrait, merci, c'est très flatteur. Quel beau parcours. J'aimerais commencer par te citer. Tu as fondé donc le Rebondisseur Français, qui est une super association collective. C'est un collectif d'entrepreneurs, dont Francis Lelon, cofondateur de Sarenza, Denis Fayolle, fondateur de La Fourchette. Et je vais lire un petit paragraphe qui me paraît une bonne introduction pour le sujet de l'operating partner. Qu'est-ce que j'ai dit ? L'échec est inhérent à la création d'entreprises et les entrepreneurs le savent. Reste à mettre de côté l'ego et à assumer. Il est grand temps d'apprécier le potentiel d'un entrepreneur, non pas uniquement sur les bases du succès qui remplit son CV, mais aussi et surtout sur ses échecs post-succès, sur cette capacité de rebond et de faire face aux difficultés, toutes ces expériences qui ont fait l'entrepreneur d'aujourd'hui. Et je trouve ce paragraphe absolument merveilleux. Et ce que tu défends dans ton bouquin et dans la description que tu fais de l'operating partner, c'est finalement permettre à des chefs d'entreprise de s'appuyer sur des gens qui ont de l'expérience, qui ont pu connaître des succès, qui ont pu connaître également des rebonds, qui ont cette résilience et qui vont leur permettre d'accompagner un chef d'entreprise. Alors peut-être, comme le terme operating partner est assez peu utilisé en France, peut-être qu'on peut commencer par que tu nous expliques ce que c'est qu'un operating partner et ce que ça n'est pas, versus un coach, versus un consultant, versus un manager de transition. Donc, tu peux me dire, c'est quoi un operating partner ? C'est là que merci pour la phrase, mais qui est réellement ce que je pense. Un entrepreneur, c'est pas juste un dirigeant. Il faut d'abord avoir créé de zéro, accepter de pas dormir, prendre des risques. Qui dit prendre des risques, dit forcément échouer et rebondir. Ça, c'est assez logique. Et en fait, c'est vrai que l'operating partner, derrière ce mot
qui fait très marketing et très américain, anglo-saxon. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le métier. On a passé beaucoup de temps à chercher une traduction, mais c'est pas très très joli en français, donc autant garder le terme de ceux qui l'ont inventé. En fait, c'est tout simplement des personnes. Il y a 2 critères pour être pour operating partner que eux-mêmes ont inventé. La première, c'est d'avoir soi-même pris le risque financier et émotionnel dans sa vie. Les 2 sont très importants. C'est-à-dire d'avoir créé une entreprise, donc mis de l'argent, pour parler d'une façon très très pragmatique. Mis de l'argent sur la table, se demander tous les mois comment on allait rémunérer les salaires, faire face à la concurrence, les prix, etc. Et émotionnel, parce qu'il faut gérer les vagues, les hauts et les bas. Donc ça, c'est la première raison. Donc c'est la première, comment dirais-je, le background qu'on demande pour les operating partners. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de choses comme ça. C'est plutôt l'école de la vie et de l'expérience entrepreneuriale. Et du rebond. La vie d'un entrepreneur, assez classique. Et la deuxième condition pour être operating partner, c'est d'accepter de s'engager une rémunération sur ses résultats. C'est l'engagement de résultats contractuel. C'est-à-dire que, en fait, j'ai découvert ce métier, comme tu le sais, aux États-Unis, quand moi-même je faisais les acquisitions. Je suis très française, très chauvine. Donc moi, les gens qui vont me donner des conseils, j'ai jamais été très très fan. Et je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que le fonds d'investissement qui nous a suivis, en l'occurrence aux États-Unis, c'est avec les fonds d'investissement, nous a un peu obligés à travailler avec les operating partners. Et j'en avais 2. Et une personne avec qui je suis toujours en contact a sauvé la création de valeur du plan que je faisais, en fait, sur les acquisitions. C'est-à-dire qu'il m'a évité un nombre d'écueils, non pas sur le montage financier d'une acquisition, que chaque dirigeant qui est bien entouré de financiers, ok, mais sur la création de valeur à 12-18 mois. Est-ce que le produit est bien intégré? Est-ce que la culture est prise en compte? Est-ce que l'équipe people, les personnes clés, partent ou partent pas? Est-ce que les partenaires, c'est la même culture que chez toi, que chez nous? Est-ce qu'ils vont partir à la concurrence? Quel est le timing pour faire ça vite, pour éviter de perdre du marché? Et grâce à lui, on a évité de perdre énormément d'argent et de personnes clés dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai découvert ce métier très pragmatique, parce qu'en fait, je collaborais avec 2 personnes qui avaient déjà fait comme moi, pris le risque financier et en plus la finance d'un fonds. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de conseils ou de travaux que vous avez menés ensemble qui t'ont permis de débloquer une situation? Oui, en fait, c'est l'intégration. La première chose, voilà, c'est ce qui m'a convaincu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu la cible et qu'on se dit on va acquérir, c'est aussi une histoire d'être humain. Donc c'est l'intégration de 2 sociétés. Et on arrive avec beaucoup de ces idées, ok, on va faire ci, on va faire ça. Okay. Quel est le timing? Qui va être responsable de quoi? En quel temps? Au préalable, est-ce qu'on a bien réfléchi à la création de valeur et à l'intégration produit, personne, système d'intégration, financier, culturel, en l'occurrence, moi c'était une acquisition aux Pays-Bas, donc bon, culturellement très différente, c'est là où j'allais faire des grosses erreurs, très différentes, et tout ça dans un temps très court, c'est-à-dire qu'avant même de commencer un plan d'intégration, il faut que la stratégie soit faite, et après on passe en mode exécution. Et on croit qu'on sait, mais en fait on ne sait pas, si on ne l'a pas fait, parce que les mêmes erreurs reviennent à chaque fois, et je le vois tous les jours. C'est pas que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait c'est une question d'expérience et de multiplication des erreurs. Si on peut les éviter, ça évite déjà, au bout du bout, beaucoup de licenciements obligatoires. Et au final, ça évite beaucoup de pertes d'argent. Parce que quand on a fait une opération comme ça, il faut l'assumer derrière. Financièrement, ça peut coûter très cher à l'entreprise et très cher en ressources humaines, en l'occurrence. Et donc, pour répondre à ta première question, souvent on me pose la question, on met d'accord, donc c'est un consultant, c'est un manager de transition, c'est un coach. En fait, tout ce monde-là, c'est vrai qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est un métier anglo-saxon. On est européen, on est fiers de l'être, on est français. Donc la culture n'est pas la même. On ne peut pas faire du copier-coller entre deux pays. C'est une chauvine qui parle. Mais tout ça sont des métiers qu'eux-mêmes ont créés. Hein, donc c'est du continent américain, tous les métiers que tu as cités. Mais c'est un monde circulaire du business. Chacun apporte sa grande compétence d'expertise et ne prend pas le rôle de l'autre. Un coach, je prends souvent le parallèle de Didier Deschamps et d'Mbappé. Pardon à tous ceux qui nous écoutent, je ne suis pas une professionnelle du foot, donc je m'excuse, mais c'est l'image, c'est assez imagé. En fait, Monsieur Mbappé, j'imagine, a un coach mental, voilà, qui est très important, comme pour un dirigeant, pour gérer une situation critique, actionnaire, les grèves, des problématiques qui peuvent être émotionnellement très fortes. Ça, il faut quand même avoir un sacré niveau de diplôme, de certification, c'est très important pour les dirigeants. Ça, en aucun cas, Didier Deschamps qui s'en occupe. Il sait ce que c'est, il a eu, mais ça, en aucun cas, lui. Donc, c'est très important. Monsieur Mbappé, donc Kylian Mbappé, a une équipe technique.
Bon, c'est là où je suis un peu lège en football, je l'assume, mais j'imagine... Un préparateur physique. Le meilleur kiné du monde, le meilleur nutritionniste du monde, c'est hyper important. Didier Deschamps sait ce que c'est, mais c'est pas lui. Dans une entreprise, l'équipe technique, c'est le CODIR, c'est le COMEX, c'est les meilleurs experts, les meilleurs professionnels dans leur domaine, marketing, communication, RH, RSE, IT, c'est les meilleurs en fait. C'est ce qu'on appelle l'équipe opérationnelle, très importante. Sinon, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Donc c'est très important. Kylian Mbappé a un remplaçant sur le terrain. On a rarement vu Didier Deschamps aller sur le terrain dernièrement pour aller marquer un but. Alors, pour un fondateur d'entreprise, il n'y a pas de remplaçant. En revanche, pour un directeur général, il peut y avoir un remplaçant. On peut appeler un manager de transition direction générale. Où les autres managers de transition sont plutôt dans les experts techniques professionnels de très très haut niveau. Et enfin, pour finir mon parallèle, Kylian Mbappé a une très bonne équipe sponsoring, je pense. C'est pas Didier Deschamps qui fait un chèque à, je crois pas, à Kylian Mbappé. Pour un dirigeant, fonds d'investissement, tu connais, business angel, banque, là, c'est la même chose. C'est pas l'operating partner qui va faire un chèque au dirigeant. Donc, tu vois, tout cet écosystème, par contre, est très important pour Kylian Mbappé, pour le dirigeant d'entreprise. En revanche, il a à ses côtés, pas celui qui prend la lumière en premier, pas celui qui va sur le terrain, pas celui qui s'occupe de l'équipe technique, qui s'occupe de lui au quotidien, celui qui l'a déjà fait, c'est-à-dire qui a déjà eu le même objectif à atteindre, la Coupe du Monde par exemple, qui connaît très bien la pression interne qu'il peut y avoir dans une équipe qui n'est pas folle, qui connaît la pression des sponsors, qui connaît la pression familiale, on n'en parle pas forcément souvent, elle y est, elle existe, et la pression saine, plus ou moins, des concurrents. Et c'est exactement ce qu'il a dans la tête, en fait. Pas très loin. Et en fait, ensemble, ils vont définir la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif et ce qui bloque. Ce qui peut, imaginons, Kylian Mbappé, la Coupe du Monde. Et ils vont partager les résultats, parce que Didier Deschamps a une grosse part variable selon ce que l'équipe arrive, se fait éliminer tout de suite en quart ou arrive champion du monde. C'est exactement la même chose, le rôle d'operating partner. Mais ce qui est très important, tu as ta question, quelle est la différence ? Tout ce monde autour de coach, de manager de transition, donc l'équipe technique de premier niveau, est excessivement important. Sinon, au final, l'operating partner, le Deschamps, ne peut pas y arriver. Alors dans une entreprise, il y a un board, et le board, qui sont des actionnaires ou qui sont des membres indépendants, peuvent jouer le rôle de... Ils peuvent aussi avoir une expérience entrepreneuriale forte. Comment est-ce que la présence d'un operating partner va changer la gouvernance de l'entreprise ? Alors, le cas va être concret, parce que je suis administratrice d'entreprise, donc comme ça, au moins, on va pouvoir... C'est pas du tout la même chose. Le rôle d'un board n'est pas opérationnel. Il n'a pas d'engagement de résultat. Alors, déjà, il y a les actionnaires, donc ça, c'est l'équipe sponsoring. Voilà. Ça n'a pas du tout la même chose. Ils vérifient leur investissement, où ça en est. Ils peuvent donner leur avis sur des idées stratégiques ou sur des leviers à prendre comme une acquisition ou quelque chose comme ça, ou sur un plan de licenciement malheureusement si ça va mal. L'administrateur est là en fait pour challenger la vision du chef d'entreprise, pour être sûr que la direction est prise. À aucun moment il s'engage sur les résultats. Donc l'operating partner ne rentre pas en ligne de compte, n'est pas au board en fait de l'entreprise, sauf cas exceptionnel, mais sinon c'est un peu plus compliqué parce que lui s'engage sur les résultats, c'est une personne totalement neutre, indépendante du dirigeant, il n'est pas parti pris en règle générale, et donc il est plutôt dans l'opérationnel comme un Didier Deschamps derrière le dirigeant. Alors Didier Deschamps, il est à 100% dédié à l'équipe de France. L'operating partner, est-ce qu'il est à 100% dédié à l'entreprise ? Non, c'est l'image, c'est pour ça que je donnais l'image. Il est à 100% dédié à l'équipe de France, oui, pour la Coupe d'Europe, etc. Mais on sait très bien que les joueurs font autre chose et sont dans d'autres clubs, donc on peut dire que c'est à peu près la même chose. Non, l'operating partner, alors après ça dépend si on connaît son métier, il peut exécuter son métier au sein d'un fonds d'investissement, c'est le système anglo-saxon qui existe à 5-10% en Europe, ou directement auprès d'un dirigeant, sans l'aide ou en tout cas sans l'intermédiaire d'un fonds, ce qui représente 90% de la culture et du marché européen. Okay. Et donc, il a des objectifs à atteindre. Donc, de toute façon, il ne peut pas copiloter 10, 15 virages stratégiques de dirigeants par mois. Enfin, c'est absolument impossible. En revanche, il n'est pas non plus là pour suivre à la trace le dirigeant qui a autre chose à faire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des plans d'action qui sont mis en place, qui sont décidés bien avant de commencer l'action,
Et après, c'est l'exécution et la mise en place en binôme, ou parfois ça prend un peu plus, etc., d'une personne. Un operating partner en moyenne par mois en linéaire, donc après ça peut changer, et au maximum à 4 dirigeants, si c'est des petits, selon le virage stratégique qu'on est en train de gérer. C'est-à-dire que si on parle par exemple de casser un plafond de verre de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que la fusion de 3 PME avec le plan d'intégration qui doit créer de la valeur à, je sais pas moi, X plus 18 mois avec un engagement de résultat. On ne parle pas du tout de la même chose. Ça va dépendre du sujet. Concrètement, l'operating partner, il a un bureau à côté de celui du dirigeant ou il est plus externe? Pas du tout. Il n'a pas de bureau. Didier Deschamps n'a pas de bureau à côté d'Mbappé. Hein. Pas du tout. En fait, il est là, encore une fois, pour être l'homme de l'ombre, on veut le dire, le sparring réel. Comme c'est pour ça que David Douillet a fait la préface du livre. C'est la vraie comparaison sain de ce métier. Il est là pour atteindre l'objectif du dirigeant. Donc déjà, la première question, c'est quoi l'objectif? Il n'est pas là à vitam aeternam pour gérer la vie de l'entreprise. Hein. Il ne cherche pas non plus un CDI dans l'entreprise. Il est là pour résoudre un challenge ou débloquer quelque chose en s'engageant sur les résultats. Est-ce qu'il doit rencontrer... Souvent, ce n'est pas dans le bureau parce qu'il ne faut pas confondre le rôle opérationnel du dirigeant avec ses équipes, créer de confusion. Donc on peut se voir à l'extérieur, souvent, d'ailleurs, en l'occurrence. Il y a plein de situations possibles. Et avec les technologies modernes, en plus, plein tout le temps. Il n'est pas non plus pour déranger l'agenda. Mais chaque situation est très différente selon le dirigeant lequel on parle. Il y a des dirigeants qui ont besoin d'être plus rassurés, d'autres qui sont plus indépendants. C'est à l'operating partner, de par son expérience, de s'adapter à cette situation. Donc c'est plutôt un visiteur du soir qui va venir travailler avec le directeur général. On ne me l'avait pas dit encore, visiteur du soir. Oui, si on veut le mettre dans des cases, parce que c'est vraiment pas un métier de case en fait, donc, mais si on veut essayer de le rentrer dans une case, on peut dire ça comme ça. Sauf que le problème, c'est que je crois que le visiteur du soir ne s'engage pas sur des résultats. Oui. Donc c'est pas tout à fait ça non plus. Il ne faut pas oublier qu'un operating partner, la première question qu'on pose à un operating partner, c'est qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise en résultat? Je ne veux pas dire combien tu as gagné, mais qu'est-ce que tu as apporté? S'il n'y a pas cette notion d'engagement de résultat contractuel, encore une fois, sur une partie variable contractuelle, il n'y a pas d'operating partner. Okay. Donc il faut inventer une nouvelle case, en fait. C'est important, effectivement, ce n'est pas forcément les visiteurs du soir. Dans quel contexte est-ce qu'un dirigeant fait appel à un operating partner? Est-ce qu'il y a des déclencheurs où il y a qui exposent des vrais besoins? En 2025, on ne va pas se cacher que le contexte géopolitique et économique a fait bouger un peu la donne, parce que c'est vrai qu'il y a 8 ans et demi, je parlais un peu chinois, donc c'était assez rare, les demandes entrantes de dirigeants, là ça a un peu changé. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, on a cru, alors peut-être que c'est culturel aussi, que ça arrivait en pompier. Vite, l'entreprise va couler, il faut appeler un operating partner. Ah non, mais il ne fait pas de miracle non plus. Hein. C'est pas le grand sauveur. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Par contre, il a l'expérience de dire voilà les procédures à faire parce que c'est un peu tard. En 2025, on voit des dirigeants qui ont une vision un peu plus... Alors, c'est compliqué, mais qui ont plus confiance en leur père qu'en contexte économico-politico qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc là, qui essayent d'anticiper et pas de tomber, en fait. Pas partir avec l'eau du bain, si je peux me permettre cette expression un peu familière. Donc du coup, qui anticipe. Ok, quel levier j'ai à disposition pour être sûr que mon résultat ne coule pas, que je peux continuer à développer, que mon entreprise et mes salariés peuvent continuer à être heureux dans ce qu'ils font? Quel levier? Est-ce que c'est maintenant que je fais une acquisition, pas une acquisition? Il ne faut pas que je me rate, parce que le contexte n'est pas bon. Donc ce n'est pas forcément pour pompier, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans notre culture. C'est également pour aller de l'avant. La reprise d'entreprise aussi, c'est un vrai sujet. On ne va pas y aller tout seul. Quel est le plan à 100 jours et sur quoi on s'engage sur les 100 jours minimum pour être sûr que ça déroule derrière. Parce qu'un des points très importants, c'est l'engagement de résultats. On parle de quel résultat, pour parler concret? Il y a 3 critères majeurs qui arrivent très souvent. Chiffre d'affaires, EBITDA pour le langage un peu barbare, donc résultat, et booking pour les startups. Ça, c'est factuel. Donc soit un des 3, soit les 3. Enfin, après, chacun y va dans sa négociation sur un temps donné. Donc c'est important. On ne va pas s'engager sur n'importe quoi. Okay. Si ça, plus X% de croissance de chiffre d'affaires en 6 mois, on n'est pas non plus... Non. Sauf si, mais non. Il faut un temps donné bien précis par rapport à l'entreprise, par rapport à ce qu'elle a en interne, par rapport au degré d'exécution, la maturité en fait de l'équipe, par rapport à plein de critères avant de s'engager. Mais quand on s'engage, on y va. En l'occurrence, c'est assez important. Et donc,
Du coup, quand on regarde les sujets de 2025, ils sont plutôt en anticipation pour continuer à avancer, plutôt qu'en pompier, contrairement à ce que notre culture pourrait le croire au final. Donc ça, c'est aussi important. Et pour la partie, on va dire, plus les operating partners qui collaborent avec les fonds d'investissement, donc encore une fois, il y a 2 canaux d'exécution de ce métier. Là, on est comment on crée de la valeur mesurable, vu que c'est un peu compliqué, et comment on sécurise les sorties, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise, pour parler très clairement, évidemment. Donc on en est plutôt sur des sujets positifs et non pas je vais aller à la barre du tribunal, comment je fais. Là, c'est peut-être soit un petit peu tard, en l'occurrence, parce qu'on ne va pas non plus, une entreprise qui va à la barre, on ne va pas lui prendre de l'argent. Enfin, déontologiquement, il y a aussi un petit sujet quand on était soi-même entrepreneur. Donc on va peut-être plutôt lui donner des conseils sur l'aiguiller, sur quelle tactique juridique qu'on peut voir chez les rebondisseurs. Est-ce que c'est le mandat ad hoc, etc. Mais on ne va pas du tout s'engager et signer. On va d'abord sortir de ce sujet, encourager, mais on ne va pas du tout actionner. Donc ce n'est pas pour les cas pompiers, contrairement à ce que notre culture veut croire. C'est plutôt pour aller de l'avant et éviter de partir avec l'eau du bas actuel économique. Il y a un premier sujet sur lequel que tu mentionnes dans ton livre, qui est le sujet du pivot. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, le pivot, c'est pas un gros mot, le pivot. Là aussi, c'est pour ça que c'est pas négatif, en tout cas pour moi. Le pivot, c'est pas négatif, c'est justement quand on voit que l'entreprise est sur soit un marché mature, soit le modèle économique qui était défini depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 25 ans, parfois pour les entreprises familiales. Le monde d'aujourd'hui, on a des changements d'usage, on a le digital, on a l'IA. Derrière ces mots, on peut tout mettre, mais concrètement, ça change des usages. Il y a une génération qui arrive sur le marché du travail qui ne pense pas du tout comme nous. Donc on passe vite pour des vieux, en l'occurrence, mais qui ont l'habitude d'utiliser des modèles technologiques pour leur quotidien, ou même pour leur vie professionnelle et étudiante, qui sont complètement différentes des nôtres. Et donc là, on a besoin de faire un pivot à un moment donné. Si une entreprise familiale, par exemple, veut continuer à exister, c'est un moment très stratégique, c'est un moment charnière. Ça peut l'être pour une start-up aussi qui s'est trompé le modèle économique, il faut faire là. Ou qu'il y a un environnement qui change. Il y a plein de raisons, mais c'est pas ce que je vois quelque chose de négatif. C'est la vie assez classique d'un entrepreneur, on ne réussit pas du premier coup. Et donc là, c'est ce que j'appelle quel levier est possible face à moi. Quand je parlais de levier tout à l'heure, il y avait le levier du pivot de modèle économique. Et donc, on n'est pas des génies, donc on ne répond pas comme ça. Un operating partner ne va pas dire « je sais ». Okay. Je comprends la situation. On va les regarder à l'intérieur, sous le capot. C'est du vocabulaire très familier parce que notre métier, en fait, est très terrain et très pragmatique. C'est-à-dire sous le capot, non pas comme des personnes qui arrivent en costard-cravate pour tout casser. Non, pas du tout, on va juste aller discuter avec beaucoup de personnes de l'entreprise. Le dirigeant peut parfois avoir peur en disant « mais ils vont avoir... » On leur dit la vérité, on veut avoir leur avis sur la croissance, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Enfin, souvent, on découvre beaucoup de choses, en fait, mais comme on n'est pas le dirigeant, c'est plus facile de nous parler, il n'y a pas de lien hiérarchique. Et puis, on va prendre un café, on ne reste pas forcément dans les bureaux avec toute l'équipe. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a comme point fort et comme point d'axe d'amélioration. Parfois, on peut même les appeler les points faibles. Ce n'est pas forcément les personnes, ça peut être des process, des outils, des cultures. Pour pouvoir regarder le marché, on appelle aussi très souvent des clients ou des concurrents de l'entreprise ou des prestataires, sans dire pour qui on travaille, mais l'avantage d'avoir été entrepreneur multirécidiviste, le réseau, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc voilà. Quelle image de marque, comment ça fonctionne. On a découvert, par exemple, pour un dirigeant que je ne citerai pas, qu'en fait, que son plus gros client était en train de changer les règles d'appel d'offres. Il ne le savait absolument pas. Et donc, du coup, il allait signer avec d'autres qui... Pas sur une valeur, sur un changement d'usage qui a... Waouh! Ça, il n'avait pas fait le... En même temps, peut-être qu'il ne pouvait pas, parce qu'il y avait des règles d'appel d'offres. Nous, on peut. Voilà. Et donc, à partir de là, on dessine le plan et ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est du Yaka Faucon. Mais pour y arriver, on fait tout le rétro-planning très précis sur le temps qui nous est donné, avec les étapes d'exécution, le coût que ça peut avoir pour l'entreprise. Oui, c'est pas non plus gratuit. Comment on peut pallier à cette partie-là, avec un plan très précis d'action et un engagement de résultat sur un temps donné. Et là, on discute avec le dirigeant. Est-ce qu'on est OK? On est OK, on n'est pas OK, il y a des petits risques à prendre. Donc parfois, quand on parle d'un pivot, ça peut être un peu tendu. Mais comme on fait un rétro-planning, c'est pas non plus un 180 degrés demain matin. Hein. Il y a un temps donné quand même, c'est un rythme, mais on va le faire ensemble. Et à chaque étape, de toute façon, on mesure, on va le faire ensemble. Et s'il y a un sujet,
on rentre un peu plus dans le terrain. Alors tu parles beaucoup de temps donné, de période de temps. C'est quoi la période de temps traditionnelle d'un operating partner? Quand on parle d'engagement de résultat, c'est très difficile de le faire en dessous de 6 mois. Okay. Là, c'est du rêve, c'est de la magie. On n'est pas des personnes de rêve ni de magie, on est pragmatique. Après, ça peut difficilement dépasser, on peut faire plusieurs étapes de variables, c'est-à-dire si on a un gros plan sur 5 ans, on ne va pas dire on se revoit dans 5 ans. Parce que même pour nous, ce n'est pas tout à fait crédible dans notre posture. Pour arriver à 5 ans, il faut déjà arriver à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, donc on peut le découper. Tu vois, c'est ce que j'appelle la période de temps pour arriver à l'objectif final, en fait. Mais en moyenne, on est entre 1 et 2 ans. 1 et 2 ans, d'accord. En moyenne. Et... Selon le sujet, encore une fois. Encore une fois, selon le sujet. Hein, parce que s'il y a une entreprise technologique, ce qu'on appelle start-up, qui veut casser le plafond de verre du chiffre, on n'a pas besoin de 2 ans. Si on parle d'une PME qui veut structurer opérationnellement pour céder, la structuration ne prendra pas 2 ans. Après, selon le contexte économique, la cession, là on travaille avec nos partenaires du M&A, les boutiques, les fusions-acquisitions, dont c'est le métier, hein, on est là, ça peut prendre plus de temps. Par contre, la structuration et la valorisation demandée peut prendre moins de temps. Maintenant, si on a affaire à une PME, une ETI familiale qui doit faire 3 croissances externes en 12 mois et intégrer, bon, voilà, on est obligé d'ouvrir sur les 2 ans. Ça va dépendre réellement du sujet. Il y a des choix financiers de l'entreprise qui peuvent induire des coûts d'exploitation plus forts pendant une période. Mais tu me dis que l'operating partner, il est rémunéré sur la performance financière de l'entreprise à court terme, enfin à un horizon de sa mission, donc 1 an ou 2 ans. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conflits entre la vision long terme de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, et puis l'objectif court terme de l'operating partner qui, lui, a envie de maximiser son bonus au bout des 18 mois ou des 24 mois? Alors, c'est pas tout à fait... Il n'y a pas de lien hiérarchique, donc il n'y a pas de bonus. C'est vraiment l'homme du soir. C'est-à-dire, pourquoi vous nous appelez? Le dirigeant, quand il fait la démarche d'appeler un operating partner, c'est très personnel déjà. C'est pas de l'équipe, c'est pas de la hiérarchie. Et c'est pour résoudre un sujet qui est son sujet du moment. À aucun moment, comme il y a une partie fixe plus variable, et le variable est plus gros que le fixe évidemment, à aucun moment, un dirigeant, là je te le dis, tu l'es, donc tu vois, va faire cette démarche pour après casser en disant en fait j'ai investi 3 millions, je te l'ai pas dit, dans les nouveaux bâtiments. Ça arrive, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est une démarche qui est très d'engagement. Encore une fois, c'est anglo-saxon, hein, où là-bas, les dirigeants, appelés CEO, sont mesurés par l'opinion publique et par les actionnaires et par leur équipe sur les résultats, pas sur la posture. En Europe, on a un petit sujet sur la posture plus que sur le résultat, d'ailleurs on peut le voir. Voilà. Donc la démarche d'aller signer, d'avoir fait cette demande en disant j'ai besoin d'un operating partner parce que je veux atteindre mes résultats, pas à vitam aeternam, j'ai pas besoin de... Voilà. On va pas aller... C'est jamais arrivé, hein, très honnêtement, c'est très précis. Parce qu'avant de commencer, de toute façon, on connaît tout. Le dirigeant nous a dit, bon, bah, de toute façon, on est déjà là. On a le plan financier, on a le prévisionnel avant de signer un contrat. Hein, donc on sait s'il y a eu des engagements de chiffres. Tout ça est pris en compte. Hein. Ce n'est pas une personne qui arrive d'extérieur, qui n'a pas mis les mains dans le cambouis et qui dit, il n'y a qu'à faucon. Okay. Parce que la réputation est basée sur les résultats, donc il ne faut pas se planter non plus. Donc avant de faire le contrat avec l'engagement de résultats, on va regarder ce qu'il y a quand même. Quels sont les indicateurs traditionnellement utilisés pour le calcul de la partie variable? Comme je te disais, chiffre d'affaires, résultat, EBITDA ou booking, voilà, c'est très chiffré. C'est ce qui concerne un dirigeant au quotidien. Il n'y a aucun résultat qualitatif, il n'y a que du quantitatif. Okay. Parce que quand on est chef d'entreprise, ce qu'on regarde toutes les semaines, c'est la trésorerie, et ce qu'on regarde tous les mois, c'est le chiffre d'affaires et l'EBITDA. On n'est que des chefs d'entreprise. Ok, c'est très clair. C'est la même. Deuxième scénario où un operating partner peut être appelé, c'est des scénarios de tension qui peuvent être des tensions business, des tensions sociales. Est-ce comment s'opère là ce partenariat Alors, c'est pas tout. Enfin, les tensions sociales, encore une fois, quand un dirigeant appelle un operating partner, c'est pour un sujet précis qui l'empêche de dormir par rapport à son rôle de chef d'entreprise. Dès qu'on arrive à un sujet de tension sociale, par exemple, qui peut être interne à l'entreprise avec des délégués du personnel, du syndicat, etc., c'est pas nous qu'il va appeler.
Parce que là, on est, nous, des personnes de business pour le PNL, la croissance de l'entreprise et la création de valeur opérationnelle. C'est ça le rôle. Là, on va faire appel, si on nous appelle nous, on va conseiller le meilleur de l'écosystème à ce que j'appelle les premiers de violon. Ce qu'on peut appeler l'équipe technique d'Mbappé, on en revient, qui sont les rois et les plus grands professionnels fonctionnels qui existent. Donc là, il y a les professionnels de RH, de la relation sociale. On ne rentre pas du tout. Okay. Ah bah non, c'est pas notre métier. Si on commence à faire le métier des autres, si on regarde un orchestre, ça ne va pas rendre très bien au niveau de la symphonie. Là, on passe la main, on ne gère pas ce genre de situation. C'est quoi son statut juridique ? Le statut juridique de l'operating partner, ça va dépendre encore une fois du canal qu'il a décidé de mettre en place dans l'exécution. Oui. Comme je te disais, aux États-Unis, c'est 100% fonds d'investissement. Oui. Parce que, c'est eux qui l'ont créé en 2008 à la crise. Et surtout, il n'y a pas une entreprise aux États-Unis, de la librairie à la boucherie en passant par Google, qui n'a pas de fonds au capital. Et les étudiants, d'ailleurs, doivent faire appel à des financements pour la fac. J'en ai fait les frais. Pas le choix. Donc, de toute façon, ils ont cette culture, même à l'école, à la fac, business, finance, tech. Il y a des troncs communs, en fait. Donc, beaucoup se connaissent, ils passent de l'un à l'autre. En Europe, pour des raisons X et Y, c'est comme ça. On est plus dans des cases. Soit on les finance, soit on les business, etc. Donc, ce qui fait que la majorité des entreprises n'ont pas de fonds au capital. Beaucoup de bouchers, quel que soit le secteur d'activité. Donc, il y a 2 canaux d'exécution en Europe. Et c'est très bien comme ça. Il faut rester vraiment sur notre culture et non pas se croire américain. On est très bien comme ça. Donc, sur le canal des fonds d'investissement, il y a plusieurs sujets. Ça va dépendre du montage du fonds et de la société de gestion. Donc, certains peuvent être en CDI pour le fonds. Ce n'est pas très régulier parce qu'il faut payer les charges. Ou il peut y avoir des contrats extérieurs, on va dire, de prestataires, ou la partie indépendante. Mais souvent, très très souvent, un operating partner garde son statut d'indépendant, justement vis-à-vis du dirigeant, pour être, au cas où, pour éviter tout conflit d'intérêts. J'ai été chef d'entreprise, j'ai eu une belle carrière, j'ai 50 ans, je revends ma boîte. Je suis intéressé par le sujet. Oui. Quelles sont les qualités qu'il faut que j'ai pour devenir un bon operating partner et comment concrètement je peux devenir operating partner ? Alors, c'est une très très bonne question. Donc, tu as vendu ton entreprise, c'est 50 ans, c'est souvent ça. Et tu as envie de transmettre aussi et d'aider concrètement, surtout par rapport à ce qui se passe. Là, on a besoin de plus en plus. N'oublie pas que ce métier est né à la crise de 2008 pour rebâtir. Donc là, on est en plein dedans. Alors, quelle qualité il faut ? C'est toujours la question qu'on me pose et je me dis, j'espère que je les ai, mais c'est pas sûr non plus, si moi je le dis. La première qualité humaine, je crois, qu'il faut, qui est la plus difficile, c'est l'humilité. Et c'est la plus difficile pour moi au quotidien aussi. C'est pour ça que je me permets de le dire. Parce qu'il faut avoir fait le deuil de ce qu'on a bâti, c'est-à-dire d'avoir une posture, d'avoir des gens qui font pour nous, d'avoir des gens qui disent qu'on est formidable toute la journée. Ça, c'est fini. Pour ne prendre que l'essence même de l'expérience qu'on a eue dans la tête et la transmettre. Donc, en fait, s'il y a une posture vis-à-vis du dirigeant, on n'est ni en dessous, on n'a pas de lien hiérarchique, on n'est pas à exécuter le contrat, on n'est pas au-dessus, le coude sur l'épaule en disant, tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai vendu 30 000. Non, il y a vraiment cette posture-là. Et souvent, c'est pour ça que je reprends mon parallèle footballistique. Je ne suis pas sûre que Didier Deschamps ramène toutes ses médailles et le dise tous les jours à Mbappé, en fait. Il y a pas de, voilà. Et donc, ce n'est pas simple, cette posture-là. Et donc, il faut être prêt à le faire. Et j'ai rencontré quelques personnes qui avaient le profil dont tu viens de parler, qui souhaitaient aborder ce métier, qui, en fait, après discussion, m'ont dit, je pense que non. Ils ont eu l'intelligence de dire, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'arrive à faire ça. Ce qui est super, ce qui pour moi est une grande preuve d'intelligence. Donc ça, c'est le premier point. C'est de se faire mal soi-même, faire le deuil de l'expérience, de posture, pour prendre que l'essence et aborder cette nouvelle posture de père qui est assez compliquée. L'autre, c'est quand même d'avoir un tempérament d'action. C'est très important. Parce que, là encore, quand on a vendu l'entreprise, on a toujours le droit de prendre des vacances et de faire un petit break parce qu'on n'en peut plus. Ouais, alors, c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir devenir operating partner, parce que, quel que soit le sujet, et même si on n'a pas de notion de temps de travail, de jours de travail, on n'a pas ces notions-là, on a une notion de résultat. Pour avoir le résultat, il faut ce qu'on appelle, d'une façon encore une fois familière, être dans le match. Pour être dans le match, il faut vouloir gagner, il faut vouloir être dans l'action. Donc ça, c'est les 2 critères. Tu vois, c'est au-delà de critères de cases classiques qui peuvent être universitaires ou autres.
c'est vraiment des critères humains, en dehors du fait d'avoir été entrepreneur soi-même et pris le risque financier. Donc c'est 2 points très, très importants. Après, si on veut devenir operating partner, il y a plusieurs sujets. Tu sais, quand j'ai importé ça il y a presque 9 ans maintenant, 8 ans et demi, je regardais sur LinkedIn France Operating Partner, il y en avait 3. Et j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps, ça a dépassé 1800. Je me dis, qui sont ces gens et en fait, quand on regarde beaucoup d'engagement, attention au mot valise, en fait, engagement de résultat, hein, je précise encore les 2 critères importants. Pour devenir operating partner, ça ne s'improvise pas. Donc il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs points. Le premier, c'est déjà de parler aux gens qu'il faut, réellement. Ça, c'est très important pour être sûr que ce ne soit pas un mot galvaudé, qu'on a vraiment envie de faire ça. Parce que peut-être qu'en fait, au final, on a envie d'être coach, peut-être qu'on a envie d'être board member, administrateur, tu vois. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aborder ce métier? Et le deuxième, c'est qu'ils sont en train de le faire aux États-Unis et ça arrive en Europe, des modules de formation et de certification terrain-test, voilà, sur des académies. Et donc là, je crois qu'il y en a une qui est arrivée en Europe il n'y a pas très longtemps, l'Operating Partners Academy. Et d'ailleurs, nous, on va y aller, pour être très honnête, chez INS Advisor. On va faire moi aussi, l'Operating Partners Academy, parce que c'est un besoin important de légitimiser, d'être sûr qu'on parle de la même chose, et surtout d'avoir un degré de test terrain. Est-ce que, voilà, on l'a fait ou on ne l'a pas fait? Un peu comme j'ai envie de dire, je vais prendre l'exemple extrême encore, mais là c'est un peu extrême, quand on fait médecine, il y a une partie d'internat avant de le faire. Voilà. Donc, toute cette partie certification terrain et non pas théorique, est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire? Est-ce qu'il faut être dans la même industrie pour être un operating partner? Non. Alors je dis non, ça va choquer là encore, parce que culturellement chez nous on aime bien les cases, donc on va dire des mêmes. Mais comme si je regarde toutes les industries que j'ai eu la chance de découvrir et d'apprendre en 8 ans, sinon on m'aurait étiqueté tech. Bah non, oui, j'ai fait du BTP, donc j'ai peut-être pas la tête de l'emploi. Il n'y a aucun dirigeant, créateur d'entreprise comme toi, comme moi, qui cherche un clone. Aucun n'a pas besoin d'un clone. D'ailleurs, il s'est souvent entouré des meilleurs experts professionnels de l'équipe technique qui, eux, dans son métier, connaissent parfaitement les grands professionnels qu'on appelle les premiers de violon. Il cherche une personne qui sait ce qu'il vit, qui fait ce qui l'empêche de dormir, vraiment intrinsèquement, qui sait le résultat qu'il doit avoir et qui est passé par les mêmes virages. C'est ça le point qui est très important. Par les mêmes virages stratégiques, qui soient positifs, négatifs, en amélioration, un coup de poker. Il sait de quoi il parle. Il sait qu'on ne peut pas en parler avec toute l'entente familiale qu'il peut y avoir à son conjoint, à sa conjointe, parce qu'il faut être un peu dans la tête d'un entrepreneur pour bien comprendre le tenant et aboutissant. Et ça se comprend vite, en fait, quand on parle à un père. En 2 mots, on a compris le vocabulaire. Mais j'imagine que c'est la même chose pour tous les métiers. 2 professeurs des écoles se comprennent très vite, ou là, nous, on dit, oh, ça va, tu leur fais lire le bouquin de CE2. Non, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on a vu le côté de l'entrepreneur qui a réussi, qui veut devenir operating partner. Maintenant, je me mets à la place du chef d'entreprise qui traverse un moment pivot, crucial, critique. Qui s'interroge et qui se dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire appel à un operating partner. Concrètement, comment je fais? Alors, là, c'est la page autopromo, en fait, que tu me demandes. Mais en fait, le vrai point, c'est être d'accord. Ce que je conseille souvent à un dirigeant, c'est de savoir exactement ce qu'il veut. Parce que de toute façon, s'il appelle un operating partner expérimenté, professionnel, qui répond aux critères dont je viens de parler, il va passer beaucoup de temps à être certain qu'on parle du même objectif. Et ça, c'est l'expérience aussi qui veut ça. C'est-à-dire que oui, je crois que mon équipe commerciale, elle n'est pas terrible, je veux développer le chiffre. Bon, appelez le meilleur premier de violon directeur commercial. C'est pas nous. Est-ce que c'est ça le sujet? Ou est-ce que c'est un sujet de modèle économique? C'est un sujet de manque d'exécution dans l'équipe? C'est un sujet de marché? Voilà. Donc la première question, c'est pourquoi? Et est-ce que je suis prêt à ouvrir les chakras? C'est-à-dire à mettre de côté ma posture pour être focus sur les résultats et de passer les vagues très, très, très cartésiens, très pragmatiques. Et de là, il y a plusieurs solutions. Soit, encore une fois, comme on a vu qu'il y avait 2 canaux, on est un dirigeant qui a une très bonne relation avec son équipe sponsor, quand même, pour reprendre les termes footballistiques. Donc, il discute avec... voilà. Soit, il préfère être copiloté, on appelle ça un copilotage, avoir un copilote de son choix indépendant.
Et là, il y a plusieurs solutions. Évidemment, appeler INS Advisor en est un, parce que là, c'est les 8 ans d'expérience, ouais, avec des résultats. Mais la première démarche quand même que je dirais, quel que soit qu'on appelle INS Advisor ou non pour un dirigeant, ça n'engage à rien d'ailleurs pour discuter, c'est quels sont vos résultats. Il ne faut pas oublier en fait. Alors oui, on va vite s'entendre parce qu'on parle le même langage. Le dirigeant va vite s'en rendre compte de toute façon, hein, parce que il va voir s'il est à l'aise avec la personne en disant tiens, je parle à une personne comme moi. Voilà, ça se voit, on le sait très vite, en 1 minute. Voilà, 1 minute 30. Et le point important, c'est quand même de demander la partie variable, c'est quoi vos résultats? C'est quoi les résultats de l'équipe? C'est quoi vos résultats individuels ou qu'importe sur les points? C'est très important. Donc on a finalement une agence matrimoniale qui va permettre de faire rencontrer un dirigeant avec... alors, ça dépend. Pour la partie INS Advisor, non, on n'est pas du tout organisé. Alors ça, c'est non. Là, je parlais dans la globalité. En fait, non, c'est pas du placement de personnes et c'est pas une agence matrimoniale. Je m'auto-place pas moi-même parce que je suis aussi operating partner. Non, en fait, ça a été un vrai sujet. Tu vois, tu abordes un vrai sujet d'organisation. Oui. Parce que qui dit nouveau marché, nouveau métier, devant en arrière, comment on fait? Et surtout, la population des operating partners qui m'ont sauvé le business aux États-Unis et avec qui je collabore aujourd'hui, qui est le même niveau, sont parfois beaucoup plus expérimentés que moi. Qu'on soit bien d'accord. Alors, qui je suis? Je me suis posé la question pour moi-même, me permettre de placer des gens plus expérimentés que moi en disant, regarde, il y a des belles dents, des beaux cheveux. Je ne me sentais pas à l'aise avec le sujet. Et puis surtout, c'est un métier où on a besoin, même nous, d'échanger, d'être ensemble, de se challenger, de partager une valeur commune pour la valeur des autres, en fait. C'est vraiment une chaîne assez logique. Et donc, on fonctionne comme un cabinet d'avocats, plutôt. C'est-à-dire que chaque personne qui est INS Advisor, moi ou les mêmes, il n'y a pas de hiérarchie, on est sur le même niveau, il y a une partage de la valeur réelle, et il y a un centre de services partagé, marketing, communication et les contacts, ce qui fait qu'on sait tout sur tout le monde. Et comme des avocats, après, on peut avoir quelques petites spécialités. Celui qui a plus fait des croissances externes va peut-être plus, s'il est dispo, sur un sujet. S'il n'est pas dispo, c'est un autre, mais il va venir en copilote du copilote. Voilà, notre objectif à nous et notre outil de mesure interne, c'est la partie variable. Et c'est pas que le marketing. Oui, mais c'est comme ça que nous-mêmes, on se mesure et on parle que de ça, en fait. Ok. Toute la journée. Donc c'est un collectif. Collectif, c'est un sujet qui est important pour toi. Et j'aimerais qu'on finisse cet entretien sur les rebondisseurs français, parce que c'est une formidable association. Et c'est un collectif. C'est un collectif d'entrepreneurs qui ont eu des super carrières et puis qui, à un moment... ont eu des périodes difficiles et puis qui ont rebondi derrière. Est-ce que tu peux nous parler des projets de l'association? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une association qui a pris beaucoup de... Parce que déjà, elle est passée d'intérêt général, c'est quand même avec le contexte qui a été un vrai boulot, parce que j'ai découvert aussi le monde associatif qui parfois peut être plus compliqué à créer qu'une entreprise. Je ne le savais pas forcément. Et en fait, elle est partie surtout d'un vrai constat avec Claire, mon binôme, en disant... Comment c'est possible? Un entrepreneur qui ne prend pas de risque, ça ne crée pas de la valeur, ça innove pas. Ce n'est pas l'entrepreneur, en fait. Et pourquoi chez nous, c'est mal vu, alors que d'où je viens, c'est mandatory? Il y a un sujet. Donc, c'est parti d'une idée. Et aujourd'hui, on a une communauté de 4000 entrepreneurs en France et outre-mer. Ce qui est quand même, c'est parti très vite, en fait, en l'occurrence, parce que cette valeur est fondamentale du rebond. Alors, on a des personnes qui nous rejoignent avec l'adhésion 20 € par an. Le but n'est pas financier, il est symbolique pour la partie technique, évidemment. Soit on a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs de PME qui savent très bien par où ils sont passés. Et enfin, enfin, il y a un groupement et un collectif qui parle de ça. Donc, du coup, on va pouvoir échanger. On a des entrepreneurs qui viennent de liquider leur entreprise pour XY et qui se lancent un nouveau projet et ils veulent échanger. Ou on a les plus jeunes, c'est très drôle, qui créent une entreprise start-up qui nous dit « j'ai pas planté, mais ça va pas tarder ». Donc je veux anticiper et prendre en fait des plus anciens, voilà, c'est des boomers, c'est ce qu'ils disent, donc c'est assez rigolo. C'est pas du tout défaitiste, au contraire, c'est très positif. Il y a personne qui est en déprime, en dépression. D'ailleurs, on a un partenariat avec une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui est fantastique. Et donc là, il y a un bouton d'urgence sur notre site, parce que eux, ils gèrent vraiment les personnes qui ont des grosses difficultés, tout perdu, personnelles, financières et autres. C'est des compétences qu'on n'a pas. Donc là, c'est vraiment important. Nous, on est vraiment sur le rebond. Et maintenant, on en a besoin, je pense, plus que jamais. Et c'est vrai qu'il y a des groupements. Donc, on a fait des régions, parce qu'on peut être au plus près aussi. La France est grande et outre-mer encore plus, avec des représentants qui sont que des entrepreneurs en club rebond régional. Donc, on a les Hauts-de-France...
On a la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, l'île de la Réunion, très active également, avec beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, tous ensemble, on trouve des solutions. Il y a des thèmes mensuels. Par exemple, là, contexte économique, ou quand on regardait, par exemple, pour une région de La Rochelle, le monde du cognac, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est très concret, en fait. Et on ne se cache pas en disant, non, moi, j'ai pas de problème. Tout. Ici, on a tous des... Voilà. On n'est pas là pour... voilà. Il n'y a pas de posture, là, pour de bon. On va essayer de trouver des solutions. L'association trouve des contacts directs et discute avec le médiateur national du crédit, le médiateur national des entreprises. S'il y a un sujet, on a la chance d'avoir des soutiens, un soutien depuis toujours, par exemple, de l'entreprise Harmonie Mutuelle. Depuis, on avait 3 mois d'existence, je crois, quand Harmonie. Donc on doit toujours les remercier, mais du coup, il y a une côté quand même sécurisation de l'entrepreneur, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et santé du dirigeant. On est aussi accompagné du cabinet d'avocats Franklin, qui nous aide et qui aide en fait les entrepreneurs s'ils ont des premières questions. On ne va pas facturer tout de suite, quoi. Voilà, c'est très important. Et là, on a décidé tous ensemble, vu le contexte, vu ce qui se passe, on s'est dit, rebondisseurs français, comme tu as deviné, c'est français, donc c'est très chauvin aussi, hein, c'est très pour nous là, en France. Et on s'est dit, mais il va falloir quand même rebâtir très vite toute cette partie économique. Et rebâtir, alors nous, on va se relever les manches, mais on est déjà dedans. Mais il y a les jeunes qui arrivent, tous plus des enfants, des petits-enfants selon l'âge de chacun, qui sont en école, qui se font des rêves parfois. Oh, je vais entreprendre, je vais être un grand patron, mais la réalité est un peu plus complexe que ça. Et donc on s'est dit, tous ensemble, les rebondisseurs, on va leur parler d'échecs, on va leur parler de rebond. Et donc on lance un grand programme, on a déjà commencé dans les écoles post-bac, donc on commence par le post-bac. Et donc chaque, d'ailleurs, adhérent, entrepreneur dans ces régions peuvent, s'ils le souhaitent, devenir l'interlocuteur. On va discuter de la vraie vie, de la vraie histoire. Et on a mis en place des jeux interactifs pour savoir quels rebondisseurs ils sont vraiment, ces jeunes qui vont se lancer. Est-ce qu'ils sont plutôt Rocky, Jean-Claude Duss? C'est assez basique, voilà, pour se reconnaître, mais même nous, on parle comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir ces premiers résultats de jeunes qui disent « Ah oui, bon, c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux, parce qu'on n'est pas tous pareils face au risque, et il n'y a pas de jugement. Le pire, ça serait d'y aller par regard des autres ou posture, et de tout perdre, même au niveau personnel, au niveau d'une dépression, alors qu'on n'était juste pas fait pour ça, et on aurait été d'excellents premiers violons qu'on sous-estime d'ailleurs. Et d'autres à l'inverse en disant, des joueurs en fait, de naissance, ah bah oui, génial, ok, j'ai compris, super, et même c'est rigolo parce que là on a eu des fins de cycle de bac plus 5, ils lançaient, mais du coup ils ont pris leur adhésion au rebondisseur. C'était très drôle, en disant vraiment, bon, je ne me suis pas encore planté, ça va pas tarder en fait, il faut vite qu'on travaille en binôme. Et ça, cette culture est très importante pour la suite. Ouais. Une belle culture, prendre des risques, entreprendre, se faire accompagner, réussir. Et s'engager sur des résultats. La 3e journée nationale du roman entrepreneurial aura lieu le 28 novembre prochain à Paris. Pour s'inscrire, www.lesrebondisseurfrançais.fr. Exactement, et le thème est très important parce que souvent on voit rebond égale échec égale loser, etc. C'est encore culturel chez nous. Non, là c'est du pivot à la reprise. Ce sont des rebonds. Tout à l'heure tu me parlais de pivot. C'est un rebond. C'était pas du tout ce qu'on a prévu à la base dans le business plan. Hein. La reprise, c'est un changement de vie. C'est un pivot total, en fait, de reprendre une entreprise. Et ça aussi, c'est un rebond très important. Donc le rebond, c'est changement vite d'état d'esprit, c'est prise de risque, c'est exécution. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a, je crois, plus qu'une vingtaine de dirigeants, de chefs d'entreprise qui vont venir raconter leur histoire, témoigner et surtout échanger avec tous les autres dirigeants qui sont là. C'est la 3e édition. On a entre 200 et 300 entrepreneurs de toute la France et d'outre-mer qui viennent. Donc, on vous attend très nombreux le 28 novembre prochain. Une belle énergie positive et on en a besoin en ce moment. Merci Isabelle d'être venue nous communiquer cette passion et cette énergie. Isabelle Saladin, Operating Partner, pour tout savoir comment soit devenir un Operating Partner, soit se faire accompagner dans des moments critiques de vos entreprises. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner à nos chaînes. Ça nous encourage et ça nous permet de vous apporter des témoignages toujours plus riches et plus variés. Merci Isabelle. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée.